50 années, ça paraît une très longue période de temps. Mais ce n'est pas une période d'inactivité. Durant tout ce temps, votre conscience continue de vous parler de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'elle ne vous laisse plus aucun répit. Je crois que certaines personnes ont une conscience et que cette conscience ne les quitte jamais. On ne peut pas se débarrasser de sa conscience, ce n'est pas possible, elle vit en nous. Mais certaines personnes n'ont pas ce genre de voix intérieure. Vous connaissez sûrement l'expression « entrer par une oreille et sortir par l'autre ». Dans mon cas, on pourrait dire « entrer par un œil et sortir par l'autre ». Je faisais semblant de ne pas avoir vu, de ne pas avoir entendu, parce que je ne voulais pas être responsable. Mais je suis responsable. J'ai été témoin, je n'ai rien fait. Si Dieu existe, ça ne devrait pas se produire. I think that he has made his own prison and his own walls and il a érigé les murs de sa propre prison. in many ways. Il s'est puni de plusieurs façons. Going through a lot of difficulties. C'est très éprouvant pour lui. Il m'a souvent confié faire des cauchemars et mal dormir. Il n'a jamais réussi à oublier. Il a fait de son mieux pour oublier tout ça, mais à un certain âge, à un moment précis de sa vie, il s'est dit qu'il ne pouvait pas mettre ça de côté. He just can't push it away. On pourrait dire qu'il a décidé de faire face à ses propres démons. And meet his own devil, you might say. Durant la Seconde Guerre mondiale, Adalbert Lallier était membre des troupes d'élite du parti nazi de Hitler. Un professeur d'université à Montréal vient d'admettre son implication dans la machine de guerre nazie. Cet ancien nazi enseigne l'économie à l'université Concordia. Le professeur Lallier a caché son passé nazi jusqu'à aujourd'hui. J'avais mauvaise conscience parce que les 7 personnes juives avaient été assassinées de sang-froid. Et je faisais partie de ceux qui avaient assisté à ces meurtres. Mais j'ai eu trop peur pour faire quoi que ce soit. One day, Un jour, il s'est tourné vers moi et il a dit « Tu sais, Steve, nous sommes devenus de bons amis. Je dois te dire une chose que je ne t'ai jamais dite. » Il faut comprendre à quel point la situation est bizarre. Un lieutenant de la Waffen-SS qui détient de l'information sur des crimes de guerre demande conseil à un membre actif de la communauté juive. did he do it because of his conscience? L'a-t-il fait pour soulager sa propre conscience? L'a-t-il fait par respect pour moi? Je crois qu'il m'aimait bien. Je crois vraiment qu'il m'aime bien et je l'aime bien aussi. C'est très difficile pour moi de réconcilier mon attachement envers lui et ses faits, étant moi-même un survivant de l'Holocauste. Mais je dois être honnête. Je ne lui en veux pas, contrairement à plusieurs. As many people do. Si ça le dérangeait plus jeune et qu'il n'a rien fait, franchement, je ne peux pas comprendre ce qui l'incite à faire tout ça aujourd'hui. Certains ont mis en doute sa sincérité, pas moi. Il y a dans ce pays beaucoup d'individus bien pires que lui. D'un autre côté, quiconque a porté cet uniforme inspire un profond dégoût. Tout cela suscite de vives émotions. Il y a une limite à la honte et au secret que l'on peut endurer.
Toute mon enfance a été marquée par la honte et le secret. Je savais que papa avait combattu du mauvais côté de la Seconde Guerre. C'est tout ce que je savais. Et il n'a jamais voulu m'en dire plus. Chaque fois que je le questionnais quand j'étais jeune, c'était le silence total. Pourquoi je fais ça? Pourquoi ne pas amener ce secret dans ma tombe? Je me sens coupable depuis 50 ans. J'ai honte depuis 50 ans. Savez-vous pourquoi je suis pessimiste? Parce qu'un ancien SS reste toujours un SS. Les SS sont l'incarnation même du nazisme. Ils se voulaient le corps d'élite, l'avant-garde de cette idéologie. Tout ce qui nous répugne dans le régime nazi, son idéologie, ses actes criminels, se retrouve toujours exacerbé chez les SS. Nous ne sommes normaux qu'en temps normal. Quand la situation nous dépasse, nous revenons au stade primitif. Nous régressons à ce que nous appelons injustement des comportements animaux. S'agit-il d'une justification? Non. Les Français disent c'est une constatation. C'est ainsi. On donne la mort et on accepte la mort. Den Tod nehmen, den Tod geben. Ce crâne emblématique n'est pas que décoratif. Il symbolise le fait qu'on est prêt à mourir, mais qu'on tue aussi, sans problème. Comment peut-on s'acquitter de ne pas avoir pris ses responsabilités, de n'avoir rien fait? Quand on craint pour sa vie, on choisit de survivre. Quel genre de personne devient un nazi? Il faut tenir compte du contexte dans lequel l'Allemagne nazie s'est érigée. La conjoncture économique était très difficile. Un démagogue très énergique s'est présenté. Ce personnage charismatique était capable de soulever les foules. Le réel et l'imaginaire se sont combinés pour engendrer une idéologie à laquelle les gens ont commencé à adhérer. Un jeune homme était alors arraché à son style de vie normal pour occuper un haut poste de commandement. Il était privé de sa liberté. On le dépouillait presque de sa capacité de penser par lui-même. Il s'est toujours présenté comme un sympathisant à la cause de Hitler, sans aucun doute. Il s'est qualifié plusieurs fois d'Alterkämpfer. Ce mot désigne un sympathisant de Hitler. Je sentais qu'il était plus qu'un simple soldat. Il est né en 1925, il avait donc 10 ans en 1935. Qu'apprenait-on à cette époque? Qui était au pouvoir? Les nationaux-socialistes étaient au pouvoir jusqu'en 1939, 40, 41. Il avait alors 15 ans. Qu'apprenait-on à l'époque? Si on ne faisait pas partie d'une famille de la résistance, on épousait l'idéologie de l'époque. Quand j'ai vu les pendaisons des Allemands pour la première fois, j'avais 16 ans. C'était une nouvelle expérience qui disait clairement « Voilà ce qui arrive à ceux qui ne se comportent pas bien, qui ne respectent pas les forces d'occupation. » J'ai grandi dans une famille et dans une société impitoyable en matière de discipline. L'engagement envers le Kaiser, qui était mort depuis longtemps, prévalait encore, tout comme le christianisme. Mon père m'a dit, « Nous pourrons toujours nous occuper de Hitler, il n'est rien, mais si toi et ton frère êtes conscrits, vous devrez y aller. » Quand ton père te dit que tu dois y aller, alors oui, il a vu ses deux fils être conscrits. Il dit avoir été conscrit. C'est absolument impossible qu'un conscrit aboutisse dans une école d'officiers SS.
Surtout pas s'il venait en tant que Volksdeutsch de la Hongrie. Il était sûrement volontaire. Les Volksdeutsch sont des germanophones, nés à l'extérieur de l'Allemagne, pas nécessairement de sang allemand pur. Les Volksdeutsch n'avaient pas le choix de se battre ou de ne pas se battre. Ils ne pouvaient que choisir de se battre dans l'armée hongroise ou chez les Allemands, avec les SS. Il est évident que certains se sont portés volontaires et que d'autres y ont été contraints. Des documents prouvent que les maisons de certains ont été incendiées, que d'autres ont été cruellement battus. Ils ont été contraints par la force à se joindre à une division SS. Tout cela est arrivé. Je n'ai pas choisi la Waffen-SS. Je sentais que je n'aurais jamais dû être là. Ils ont choisi le mauvais gars. Tout cela parce que ma grand-mère, la mère de mon père, était austro-allemande. J'ai été poussé à faire la guerre contre mon gré. Mon frère est mort exactement pour ça. On veut oublier parce qu'on ne comprend jamais vraiment pourquoi ce genre de choses se produit. Mon frère me manque beaucoup. Il m'a manqué toute ma vie. Il a été conscrit en 1942. Il avait alors 20 ans. Il faisait partie du régiment d'infanterie. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à la fin de décembre 1944. Il parlait de s'enfuir, mais où aurait-il bien pu aller? Les Allemands étaient en Hongrie, ils étaient en Roumanie, et la Grèce était beaucoup trop loin. On ne pouvait pas se rendre en Italie parce qu'il fallait traverser les Balkans. C'était donc ridicule d'essayer de fuir. Cela aurait été du suicide. Mon dernier souvenir de lui est celui d'un homme complètement démoli intérieurement et si pâle. Les membres de son régiment ont tous été massacrés par les partisans, un à la fois. Ce n'est pas juste, ce qui est arrivé à mon frère. Tout ça n'est pas juste. Bonjour, mon frère. Il y avait des incidents qu'on qualifie aujourd'hui d'antisémites, mais il n'était jamais question d'antisémitisme à l'école des officiers. On n'en parlait tout simplement pas. Je ne sais pas ce que Lallier raconte au sujet de sa formation à l'école des officiers, mais il parlait du Mein Kampf de Hitler et des Juifs. On leur inculquait la haine des Juifs. L'endoctrinement ne fonctionne pas à 100% avec tout le monde, tout le temps. Mon père a longtemps eu très honte d'une chose. Il m'a avoué qu'étant jeune, il avait gobé la propagande jusqu'à ce qu'il entre dans la Waffen-SS et soit lui-même victime de préjugés raciaux, parce qu'il avait la peau plutôt foncée et qu'il ne parlait pas très bien allemand. C'est assez ironique. Il a joint les rangs de la Waffen-SS pour ensuite devenir lui-même la cible de préjugés. Dans la plupart des cas, il suffit d'un type qui a une conscience. Ces gens se préparent à mourir. Je ne sais pas du tout en quoi ils croient, qu'ils prient Dieu, Allah, Bouddha, Jésus, Hitler ou qui que ce soit d'autre. Ils s'apprêtent à rencontrer leur Créateur et ils doivent régler leur compte avec Dieu. Ça me grugeait en dedans, encore et encore. Ça a mis beaucoup de temps à faire surface. Et j'ai fini par saisir que je risquais de corrompre mon âme si je ne faisais rien. J'ai reçu l'appel d'un individu qui insistait pour me parler personnellement. J'ai parlé au téléphone avec ce gentleman qui m'a expliqué qu'il avait fait un certain travail.
Je me souviens de son désespoir au bout du film. Cette personne se sentait assaillie. Je ne sais pas vraiment par qui, mais j'avais l'impression qu'elle voulait vraiment que je me range de son côté. Cet homme m'a présenté son cas ainsi. Après plusieurs années, il était troublé d'avoir servi dans la Waffen-SS en Yougoslavie et il voulait se faire connaître pour parler de son histoire de guerre personnelle. Selon son récit, il était officier des communications de la Waffen-SS. Il a premièrement été appelé à se battre contre les partisans en Yougoslavie, puis il a été garde à Theresienstadt. J'ai été abordé par un homme que je considère comme un véritable héros. C'est étrange que je dise ça parce que c'est un ancien SS, un nazi, et c'était aussi un professeur de l'Université Concordia à Montréal. Il est venu me voir en disant « Je n'ai aucune raison de faire ceci. Je n'ai commis aucun crime. Cela ne m'aide en rien. Cela me causera probablement beaucoup d'ennuis et d'embêtements. Mais je veux faire ce qui est juste. » On nous a conduits au camp de concentration de Theresienstadt le 20 mars 1945. C'était la première fois de ma vie que je voyais un camp de concentration. Nous devions surveiller principalement des Juifs, des prisonniers, creusant un fossé anti-char à la main, au pic, à la pelle, et tout ce que vous pouvez imaginer. J'étais armé, et eux n'avaient pas d'armes. Je n'étais plus très bien nourri à ce moment-là de la guerre, mais eux, ils étaient affamés. Alors j'étais là. J'étais un de ces types qui se tenaient au bord de ce fossé anti-char en construction et je faisais mon boulot. Un des officiers, Julius Will, à 20 mètres de moi, a quitté son groupe. Il a pris un fusil et il a regardé le groupe de 7 personnes qui se trouvaient juste sous mon nez, dans le fossé de plus en plus creux. Il a abattu le premier, d'une balle dans la tête. Il a tiré le deuxième, qui est tombé dans la boue. Il a regardé le troisième type et il a tiré sur lui. L'homme est tombé, puis il s'est relevé et a levé le bras. Pouvez-vous imaginer le courage qu'il faut pour lever le bras ainsi alors qu'un officier SS est à 20 ou 25 mètres de vous? Il est armé et vous ne l'êtes pas. Et vous lui dites, « Vas-y, tire ». Il a tiré et l'homme s'est écroulé, mort. Will en a tué 4 autres, 7 en tout. Adalbert souhaitait agir honorablement et l'occasion s'est présentée juste au bon moment. J'étais ici à la recherche de témoins. Il était au courant d'un crime de guerre et il s'est présenté. Je n'ai jamais pu effacer le souvenir de ce que j'ai vu, ne serait-ce qu'un moment au cours de ma vie. Je n'ai rien fait parce que j'ai eu peur. La discipline militaire est forte. Il est impensable dans n'importe quelle armée d'approcher son officier supérieur pour lui arracher son arme ou pour le gifler. Dans une telle situation, celui qui ne fait rien pour sauver sa peau est une poule mouillée. Dès qu'on se rend compte que c'est mal, que ce n'est pas juste et qu'on ne fait rien, savez-vous ce qui s'impose automatiquement en soi? Un sentiment de dégoût, de colère. Et pour ma part, j'ai ressenti une terrible honte. Schande, disent les Allemands. Schande. La plupart des gens n'ont jamais vécu une telle chose. C'est donc bien difficile de dire comment on réagirait. Je n'en suis pas sûr. J'aurais probablement abattu Julius Will sur le champ. Je serais devenu furieux. On ne peut pas rester là à regarder pour ensuite traîner ça toute sa vie. Si la vie vous impose ce dilemme, vous êtes malchanceux. Si elle vous demande, voulez-vous être du côté de la victime ou du côté de l'agresseur? Vous pouvez choisir de devenir la victime. L'allié pouvait devenir la victime à ce moment-là en disant
Vous avez tué ces Juifs sans raison. Je me range de leur côté et je vous abats. En agissant ainsi, on devient soi-même une victime. Mais dans une telle situation, que l'on choisisse ou non le rôle de la victime, on le paye, et on le paye très cher. Si on se sent une part de responsabilité, on se sent aussi le devoir de participer à la réparation, quoi qu'il en coûte. On a la responsabilité de réparer autant que possible tout le mal qui a été fait. J'ai accepté de le rencontrer à l'aéroport de Montréal. Il a fait une déposition. Notre rencontre a duré environ 1 heure et franchement, je l'ai trouvé très crédible. J'ai poursuivi mon enquête et j'ai appris que Julius Will était encore en vie et qu'il demeurait en Allemagne. Nous avons monté un dossier que nous avons présenté au bureau du procureur allemand et aux médias en Allemagne. Nous n'avons pas eu à faire pression sur le bureau du procureur allemand. Ils avaient déjà un dossier sur Julius Will et ils étaient au courant de ce crime. Nous leur fournissions un témoin oculaire et d'autres preuves. Ils ne demandaient pas mieux. Attention, s'il vous plaît, les passagers Cartier, Perron et Girard sont priés de se présenter immédiatement au Ceux qui commettent des crimes doivent répondre de leurs actes. Espérons qu'ils auront assez cheminé pour reconnaître qu'il s'agissait véritablement de crimes. Nous verrons si Julius Will a su développer ce sens de responsabilité personnelle. Selon Steve Rambam, un enquêteur américain qui s'emploie à démasquer les nazis, le gouvernement allemand a tenté à 2 reprises de poursuivre le commandant sans succès. Il est maintenant convaincu que grâce à l'aide de l'Allié, il sera traduit en justice. Une entrevue filmée avec le professeur Adalbert Lallié servira de preuve pour traduire en justice un criminel de guerre en Allemagne. À mon avis, ce n'était qu'un grand spectacle. Il a baisé la main de sa traductrice comme un gentleman. Lorsque M. Lallié est entré dans la salle de tribunal, c'était très étrange. Il s'est tourné vers M. Will et l'a salué. C'est comme s'il vivait dans un autre monde. On avait l'impression qu'il voulait croire que lorsqu'il était jeune, lorsqu'il est devenu élève officier, il s'attendait à devenir un jeune officier courtois. Il y avait bien sûr ce revers sombre du nazisme, mais il ne voulait pas y croire. Il ne voulait voir que ce côté noble et raffiné et maintenir cette image. Adalbert Lallié a témoigné et il semblait se souvenir très clairement de ce qui était arrivé. Il a dit que c'était gravé dans sa mémoire. Il a pris le risque d'affronter des gens qu'il a connus il y a très longtemps et avec qui il a partagé des expériences très intenses. Je ne peux me débarrasser de l'impression qu'il s'agit d'une manœuvre préventive, parce qu'il s'est dit qu'on finirait par le rattraper pour une chose qu'il a peut-être faite. Vous me demandez pourquoi M. Lallié a attendu 50 ou 55 ans. Un détective juif, M. Rambam, entreprenait des recherches aux États-Unis et au Canada pour dénicher de vieux criminels de guerre nazis. L'enquête de M. Rambam le rapprochait de plus en plus de M. Lallié. Je suppose que vous êtes venu ici aujourd'hui de votre plein gré et non suite à quelques menaces, extorsions, demandes ou promesses. Je suis venu de mon plein gré. Premièrement, M. Lallié m'a rencontré par l'intermédiaire de Stephen Corbett. Deuxièmement, à ma connaissance, Adalbert Lallié n'a aucun antécédent criminel, ni aucun crime de guerre à se reprocher. Je sais que plusieurs de ces déclarations sont fausses. C'est aussi simple que ça.
Il s'est présenté sous un faux jour de plusieurs façons. Je crois que M. Lallier a menti. S'il a menti, c'est le meilleur menteur que j'ai vu en 30 années comme procureur. Oui, il était membre des SS, mais ce ne sont pas tous les SS qui ont abattu des Juifs dans des tranchées. En fait, le seul membre de son unité à l'avoir fait est Julius Weil. Chaque fois qu'on le questionnait, Weil répondait seulement « Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne me souviens pas. » C'est tout. Lorsqu'il tirait, son visage n'exprimait aucun sentiment, ni joie, ni tristesse. Il était comme une machine. Et durant son procès, il restait là, flegmatique, comme s'il ne savait pas ce qui lui arrivait ou comme s'il avait pris un risque et s'était fait prendre. Après la guerre, M. Weil était un citoyen estimé et un journaliste réputé. Contrairement à d'autres criminels de guerre qui ont commis plusieurs atrocités, c'est la seule fois que M. Weil a commis un tel crime, à notre connaissance. Soit il mentait, soit il refusait de se rendre à l'évidence de tout ce qu'il peut avoir fait de mal. À entendre la version de M. Lallier, Weil est le seul à avoir commis une atrocité et les autres membres de la Waffen-SS étaient tous des êtres honorables. M. Weil aurait donc été une exception. Je ne connais personne qui ait dit « Enfin, il lui a réglé son compte, tant pis pour lui ». Tout le monde disait, après tant d'années, « Pauvre vieux Weil ». Adalbert m'a téléphoné d'Allemagne plusieurs fois pour me confier qu'il ne se sentait pas en sûreté. Des gens le regardaient comme s'ils étaient prêts à le tuer. J'ai vraiment pensé qu'il avait si peur qu'il ferait marche arrière. Nous avons fait l'objet de centaines de menaces, M. Lallier et moi. La police lui a fourni un garde du corps et il changeait d'hôtel chaque soir. La police allemande croyait qu'il y avait un danger. Évidemment, je le croyais aussi. Lallier a déclaré que Julius Weil a ramassé une carabine et qu'il a abattu 7 prisonniers en tirant 10 balles. M. Lallier a déclaré qu'il y a eu 9 coups de feu sans pause, alors qu'on ne pouvait tirer que 5 coups sans recharger. Vous deviez faire... Après avoir tiré 5 fois, il fallait changer le chargeur, mais Weil n'en avait pas d'autre. Est-il possible que M. Weil ait tué ces 7 personnes si l'arme qu'il avait ne pouvait tirer que 5 balles? La Waffen-SS utilisait habituellement la carabinière 98, qui ne pouvait pas tirer 7 balles. Cependant, vers la fin de la guerre, les soldats allemands étaient armés de fusils saisis à l'armée tchèque. Et ces armes tchèques pouvaient tirer jusqu'à 10 coups. Dans l'armée, il faut prêter serment. Mais nous avons été forcés de prêter serment à Adolf Hitler.
Cela me posait problème lorsque j'ai entrepris les procédures judiciaires avec l'aide de Stephen Rambam. J'avais l'impression que je devais respecter mon serment. C'était une priorité morale supérieure. C'est là que j'ai décidé, pour le bien de l'humanité et des droits de la personne, que je devais être loyal non pas envers les commandants allemands et Adolf Hitler, non pas envers un pouvoir militaire, mais plutôt envers le cours normal de la justice. Il a cheminé terriblement longtemps avec ce serment, comme guide et comme directeur de conscience. Le serment de la Waffen-SS est très célèbre. Mon honneur se nomme fidélité. Si M. Lallier avait accusé une personne, cet officier, en parlant à un autre ancien SS aujourd'hui, il n'aurait pas trahi son serment. Il a trahi son serment en permettant à d'autres de juger ce SS, et c'est un geste important. Lallier a révélé les noms des autres qui étaient là. L'un d'eux était mort, mais les autres ont dû témoigner. Nous étions au tribunal à attendre le témoignage de ces hommes pour voir s'ils allaient appuyer la version de M. Lallier. Un à un, ces témoins se sont présentés à la barre. Ils étaient vieux. Certains paraissaient en mauvaise santé. Dans certains cas, on pouvait vraiment croire qu'ils ne se souvenaient de rien. Certains membres de la Waffen-SS et d'autres partisans de Hitler sont encore vivants. Ils ont entre 90 et 95 ans. Ils ne croiront jamais qu'ils ont fait quoi que ce soit de mal parce qu'ils ont suivi de leur mieux les préceptes de Hitler, sans jamais poser de questions. Ils ne parleront jamais. Nous garderons tous le silence jusqu'à notre mort à propos de ce qui s'est passé. On ne parle pas des camarades, parce que personne ne peut comprendre ce que cela signifiait d'être un SS, un soldat ou un officier SS, sauf les membres des SS. Pour eux, l'allié est un traître. Deux d'entre eux ont dit « Je n'étais même pas là ce jour-là. À cette époque-là, on m'avait renvoyé à mon unité. J'ai échoué l'examen des officiers. J'ignore absolument de quoi vous parlez. » Monsieur Lallier était déconcerté, confus. Il disait « Je suis sûr que vous étiez là. Je suis sûr que vous avez réussi l'examen. » Finalement, un des hommes a dit « Oui, j'étais là, mais je n'ai rien vu. » Je crois que j'ai entendu des coups de feu. Et je sais que plus tard, les gens en parlaient. Le nom de ville a été mentionné. Voilà dans quelle mesure le témoignage de Lallier a été corroboré. Je me disais qu'il n'avait pas assez de preuves, qu'un doute raisonnable persistait et qu'il était impossible qu'il le condamne. Reviendrez-vous en Allemagne pour entendre la sentence? Je n'ai pas envie d'être là, parce que si je revenais pour entendre la sentence, il y a deux issues possibles. L'une d'entre elles est que M. Will soit reconnu coupable et condamné à la prison. Je ne voudrais pas être là par crainte de montrer un visage heureux. Je ne suis pas heureux pour M. Will. Je suis très triste au sujet de M. Will. Mais il doit être jugé et éventuellement accepter sa sentence. Et je crois que c'est une affaire entre les tribunaux allemands et M. Will. Cette semaine, Julius Will a été condamné à 12 ans de prison pour meurtre. Je ne croyais pas qu'ils le condamneraient, mais ils l'ont fait. C'est le procès le plus bouleversant que j'ai vu parce que le verdict était ignoble et que tout le procès était injuste. Si les juges ne le condamnaient pas, l'Allemagne et la justice allemande faisaient piètre figure. Elles auraient eu l'air antisémites. Nulle part ailleurs qu'en Allemagne aurait-on pu condamner ce pauvre vieillard de 83 ans. J'espère que M. Lallier dort bien.
Ni moi, ni aucun tribunal en Allemagne ne condamnerait une personne innocente pour montrer sa rectitude politique au monde extérieur. Comment je me sens par rapport à quoi? Par rapport à ma sortie publique? Au fait que j'ai subi la douleur et l'embarras de témoigner en Allemagne 4 fois? Que j'ai vécu les affres du procès, que j'ai vu l'officier Julius Will condamné à 12 années d'emprisonnement, qu'il soit mort subitement après 1 an et demi de détention et que j'ai dû endurer les opinions négatives de toutes parts quant à ma décision de témoigner. Si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. J'ai beau respecter l'évolution de cet ancien SS qui a témoigné contre un criminel de guerre, ses attentes par rapport à la communauté me semblent parfois irréalistes. En fin de compte, cet homme a gardé le secret sur son identité au Canada durant près de 5 décennies. Il a attendu la fin de sa vie pour se dévoiler. Même si je considère qu'il mérite énormément de respect et même si je le crois sincère dans sa démarche, je demeure ambivalent à son sujet. Je trouve qu'à partir du moment où il a raconté son histoire, il a changé pour le mieux. Cela semble l'avoir apaisé. Il est devenu plus aimable. Nous avons commencé à mieux nous entendre tous les deux. On dirait qu'il s'est vidé le cœur et qu'il a la conscience tranquille maintenant. Dieu aura des réponses à me donner lorsque je le verrai. J'espère mener une existence suffisamment décente pour que Saint-Pierre me laisse aller jusqu'à Dieu, parce qu'il me doit des réponses. Je ne sais pas où sont enterrés les restes de mon frère, mais je gravis ces rochers dans l'espoir de toucher sa main et de lui demander pardon de l'avoir si mal conseillé. Voici le fossé anti-char où cela s'est passé. Je revis l'incident chaque fois que je viens ici. Autrefois, je me tourmentais simplement à l'idée que je me tenais là, incapable de rien faire. Cette sensation a maintenant fait place à un certain soulagement. Je connais leur nom, je peux venir ici et leur parler. J'espère qu'ils vont bien. Je suis si triste de ce qui est arrivé. J'ai passé ma vie à tenter de me racheter, à essayer d'aider, à faire sentir que je me souciais sinon d'eux personnellement, du moins de tous les enfants à qui j'ai enseigné. J'étais bouleversé et surpris. Cet homme était si impliqué dans les écoles juives, les causes juives et auprès des étudiants juifs. Je me demandais comment ce pouvait être le même homme. Quand on examine sa carrière, on constate qu'il enseignait l'anglais dans des écoles juives. À l'université, il aidait des étudiants juifs comme moi qui ont traversé la guerre. Il me semble évident que cela constituait pour lui une quête de rédemption. En aidant ces jeunes, il cherchait peut-être à compenser et maintenant, en érigeant ce monument avec lequel il vit chaque jour, il montre son véritable chagrin. Il demande pardon à sa façon. À un moment, il m'a demandé si je le détestais. J'ai répondu « Non, Adalbert, je ne suis pas un juge, je ne te déteste pas. Notre amitié remonte à trop loin, nous avons vécu trop de choses ensemble pour que je te déteste. »
Tu n'es peut-être plus le même homme pour moi, maintenant que je sais. Et je dois l'avouer, j'ai mes propres préjugés. On ne retire pas son uniforme SS aussi facilement. Personne n'y arrive vraiment. On l'enfile et on le garde à vie. Quelles que soient les complications que l'Allié a vécues dans sa jeunesse, il a revêtu l'uniforme de la Waffen-SS. Nous devons pouvoir juger cet acte et le condamner. Mais j'aimerais également qu'on puisse reconnaître que, aussi sombre que fut son passé, il a accompli une chose que peu de gens ont fait. Il s'est présenté de lui-même, sans aucun intérêt personnel, pour traduire en justice un homme qui a assassiné des Juifs. C'est une chose que très peu de gens ayant porté cet uniforme ont fait ou même songé à faire. Bonjour, heureux de vous rencontrer. Bonjour, je suis honoré, c'est un privilège et un grand honneur. Vous avez l'air bien. Vous me faites sentir, après toutes ces années de misère, comme une vraie personne. On peut voir leurs noms, leurs esprits. Me feriez-vous l'honneur de toucher ceci, s'il vous plaît, pour invoquer leurs esprits? C'est beau ce que vous avez écrit. Ce sont les 7 hommes que Vil a tués sous vos yeux. Je m'excuse d'avoir mis un homme portant cet uniforme à leur côté. Je vois au-delà, je vois une âme innocente ici et des âmes innocentes là. Et j'espère que quelque part là-haut, ils pourront se reconnaître et se dire « Nous sommes tous des victimes ». Vous m'avez dit une chose que je n'oublierai jamais. J'essaie de la reformuler. Que durant leur routine quotidienne, les travailleurs sortant et rentrant au camp chantaient une chanson. Naître pour trouver la mort de cette façon, cela soulève beaucoup de questions dans mon esprit. J'ai l'impression qu'ils savaient ce qui allait leur arriver et qu'ils ne pouvaient pas l'éviter. J'espérais vous inciter à ramasser 7 petites pierres. Celle-ci est un peu plus grosse. Déposez-les simplement, vous avez envie. Ils savent maintenant qu'un grand rabbin est venu toucher leur âme. Et je crois qu'ils en seront ravis. Merci encore. Dieu vous bénisse d'avoir pris 4 heures pour venir ici. Dieu vous bénisse. C'est incroyable de se rendre en pleine campagne, au milieu de nulle part, et de voir une chose aussi poétique, aussi importante. Qui pourrait imaginer une telle chose ici? Eh bien, après tant d'années, je peux maintenant vieillir avec dignité. J'ai été frappé par l'aspect incongru de tout cela. Nous voici en un lieu qui a si peu rapport avec cette époque et avec cet endroit. Nous sommes si loin des gens directement touchés par cette époque. On tombe sur un monument au milieu de nulle part. Et il ne semble tout simplement pas à sa place ici. C'est si facile de parler des actes héroïques des autres. Si vous devez vous-même mourir ou être fort, vous ne savez ce que c'est qu'au moment où vous vous retrouvez dans cette situation. Alors vous le sentez. Avant, ce ne sont que des paroles en l'air. Évidemment, je sais qu'il n'a rien dit à ce moment-là, mais il l'a fait plus tard, et ce n'est pas rien. C'est vraiment quelque chose qu'il ait raconté son histoire. Il l'a raconté tard, peut-être, mais il n'est jamais trop tard pour dire la vérité. Cela implique beaucoup de réflexion. Mais ce qu'on a dans le cœur veut tellement sortir, c'est une question de conscience.
On ressent le besoin de le dire parce que c'est la vérité. Et c'est ce qu'il convient de faire. C'est ce que la morale commande.